Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. La COP16 se sera finalement tenue en deux temps, fin 2024 à Cali en Colombie et puis en février à Rome en Italie. Signe que les discussions sont parfois difficiles. Il s'agit pourtant d'un rendez-vous crucial pour la nature, dont on sait à quel point elle est malmenée. Les scientifiques documentent régulièrement la perte de biodiversité sur la planète. Quelques chiffres seulement, un quart des espèces animales et végétales évaluées sont menacées d'extinction, ça fait environ 1 million d'espèces. On considère par ailleurs que les 3/4 de la surface terrestre sont altérées de manière significative. Dernier élément que je partage avec vous, on sait l'importance des régions tropicales pour la biodiversité. Eh bien, en 5 ans seulement, entre 2010 et 2015, pas moins de 32 millions d'hectares de forêt primaire ont été perdus. Alors une fois qu'on a dit ça, à la lumière de ces éléments, encore une fois scientifiquement documentés, une question en particulier nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que la bioéconomie serait une solution ? Pas la seule évidemment, mais au moins une solution intéressante pour remédier à cette altération de la biodiversité. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la bioéconomie exactement ? Quel est son potentiel de développement ? Est-ce qu'elle rend des services écosystémiques ? À qui profite-t-elle ? Est-ce qu'elle donne une valeur aux écosystèmes ? Et est-elle forcément durable ? Voilà des questions pleines de promesses auxquelles on va essayer de répondre avec Mariam Fofana, qui est chercheuse à l'IDRI, chargée de la gouvernance internationale sur la biodiversité. C'est parti. Bonjour Mariam. Bonjour. Défrichons le sujet déjà, si je puis dire, en commençant par définir la notion de bioéconomie. Qu'est-ce que ça veut dire et ça touche quel secteur ? Alors, il y a plusieurs façons de décrire la bioéconomie. Il n'y a pas une définition unique, mais cette notion, elle est généralement employée pour décrire un processus de conversion des ressources biologiques, donc de la biomasse, en différents matériaux, alimentaires, énergétiques, chimiques, etc., à des fins économiques. L'exemple le plus évident, c'est l'exploitation de la forêt, du bois pour construire des maisons, se chauffer, etc. Depuis toujours. Depuis toujours, c'est ce qu'on fait. Mais ça va bien au-delà. On a vu émerger depuis 20 ans de nouvelles exploitations de la nature. On le remarque avec la production de biogaz, par exemple, à partir de déchets organiques issus de l'exploitation agricole, pour alimenter des réseaux de chaleur, produire de l'énergie, ou encore le développement de cultures microbiennes pour alimenter la fertilité des sols et réduire l'usage d'engrais chimiques. Donc en fait, à chaque fois qu'on crée de la valeur à partir des ressources naturelles, c'est de la bioéconomie. C'est de la bioéconomie. Et au cours des dernières années, ce concept, pourtant pas si nouveau que ça, a gagné en ampleur comme une des solutions pour répondre à la crise de la biodiversité, qui pourrait à la fois bénéficier à l'environnement et aux populations. Mais on se rend compte que c'est quelque chose de plus complexe que ça. Les retombées bénéfiques pour la biodiversité ne sont pas automatiques. Mais il y a des pays, des gouvernements qui se sont déjà pas mal emparés de cette notion. Il y a des vrais domaines d'application. Alors oui, il y en a plusieurs pays qui ont mis en place des plans, des stratégies pour développer leur bioéconomie, avec des objectifs bien définis pour la plupart. Aujourd'hui, la bioéconomie mondiale, elle est estimée à entre 4 et 5 milliards de dollars, mais elle a un énorme potentiel de croissance. On parle de 30 milliards de dollars d'ici 2050. Donc c'est assez attrayant. Les secteurs dont on parle généralement vont des plus classiques, comme l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, les activités forestières, comme je l'ai évoqué, le tourisme, l'industrie, à des secteurs plus portés vers les sciences et l'innovation aujourd'hui. On voit l'émergence des biotechnologies. Par exemple, comment utiliser des micro-organismes pour dépolluer les sols, les eaux contaminées par les hydrocarbures, les métaux lourds, ou des fermentations spéciales pour créer des protéines alternatives à la viande. Il y a la recherche pharmaceutique aussi qui s'est emparée de ce secteur. Oui, absolument. On s'appuie sur la faune et la flore aujourd'hui pour trouver des moyens de rendre certaines plantes plus résistantes aux maladies et aux fortes chaleurs. On trouve aussi des moyens d'utiliser des molécules issues des plantes médicinales pour développer des nouveaux médicaments, des vaccins, des compléments alimentaires alternatifs aux produits chimiques et de synthèse, en fait, tout simplement. Et tout ça, ça a des retombées positives sur la santé, la sécurité alimentaire, la construction et on espère des améliorations sur la qualité de la ressource en eau également. Vous pouvez nous citer 1 ou 2 exemples vertueux qui existent déjà, qui sont déjà en œuvre sur le terrain ? Oui, bien sûr. Alors au Brésil, on voit des initiatives assez intéressantes parce qu'elles sont adaptées à la spécificité des territoires.
comme en Amazonie, avec le programme de socio-bioéconomie, qui est assez spécial et spécifique au Brésil, et qui repose sur l'utilisation durable et de la restauration de la forêt, de la rivière, dans un souci de préservation des connaissances aussi, des savoirs traditionnels et des populations autochtones dans cette région-là. Mmh. Et plus concrètement, le Brésil a mis en place plusieurs politiques visant à subventionner, à donner des moyens en fait, destinés à promouvoir la commercialisation des produits issus de l'agriculture familiale, notamment dans les États d'Amapá, d'Amazonas, du Pará, c'est ce qu'on voit émerger, en particulier pour des ressources à forte valeur ajoutée, comme les oléagineux, des noix, les baies d'açaï, le cacao, etc. Autre exemple, Mariam, en Afrique, ça existe aussi. Oui, alors en Namibie, on voit des programmes de recherche qui ont été lancés sous l'égide du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture également, pour conserver le matériel génétique des plantes et des animaux et faciliter l'accès à l'information de ces données. Autre question, est-ce que ce qu'on appelle la bioéconomie, avec ce mot bio, est forcément durable? Eh bien non, pas forcément. Quand on parle de bioéconomie, certains sont tentés de jouer avec les termes. Les objectifs de durabilité de certaines activités ne sont pas toujours bien définis ni très respectés et on tombe facilement dans le greenwashing. Dans certains pays, et même dans un pays très volontaire comme le Brésil, comme j'ai pu l'évoquer, on observe des dynamiques opposées. D'un côté, des initiatives enthousiasmantes de socio-bioéconomie qui visent à maintenir la forêt debout, et de l'autre, la production de biocarburants qui repose sur les monocultures assez extensives pour cultiver de la canne à sucre, de l'huile de palme, le maïs, le soja, et qui en fait contribuent à la déforestation et sont assez gourmands en eau. Et alors, comment on fait la différence entre la vraie bioéconomie et puis ce qui est du greenwashing? Eh bien, je pense que beaucoup de personnes se sont posé la question et c'est pour ça qu'on voit émerger des termes complémentaires. On entend parler de bioéconomie inclusive, restaurative ou encore de nouvelle bioéconomie pour justement faire scission avec la bioéconomie qui serait un peu moins vertueuse. Vous parlez beaucoup du Brésil, Mariam. Est-ce que sous l'impulsion de ce grand pays, il y a une nouvelle vision finalement de la bioéconomie qui se dessine à l'échelle internationale? Alors, le Brésil, oui, il voit dans la bioéconomie une opportunité réelle de lier les enjeux climat et biodiversité. Ça, c'est pas anodin, surtout en vue de sa présidence de la prochaine COP climat, donc la COP 30. Il bénéficie aussi d'un soutien d'un autre grand pays émergent, c'est l'Afrique du Sud, qui préside actuellement le G20 et qui pousse aussi ce sujet sur la scène internationale. Et puis d'ailleurs, lors du dernier G20 qu'il a présidé, le Brésil a pris les devants pour renforcer la coopération globale sur ce sujet. Et septembre dernier, il a joué un rôle clé dans l'adoption des principes de haut niveau pour la bioéconomie. Alors ces principes de haut niveau pour la bioéconomie, je mets des guillemets, c'est un peu un nouveau concept, c'est quoi? Alors la nouveauté de ces principes est qu'ils ne font pas main basse sur la durabilité. Au contraire, ils en font une condition sine qua non. Et ces principes mettent l'accent sur plusieurs éléments, comme la conservation de la biodiversité, la restauration des espaces dégradés, l'utilisation responsable de la science, la technologie et des connaissances traditionnelles, le respect des populations autochtones et des communautés locales, dans une logique aussi de lutte contre la faim et de la pauvreté. Et enfin, ils soulignent la nécessité de se préoccuper à la fois de l'atténuation et l'adaptation face au changement climatique. D'accord, très bien, mais comment on les met en œuvre concrètement, ces grands principes? Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Eh bien, c'est tout l'enjeu. Car après tout, c'est pas si simple de toucher les questions de redistribution, d'émergence et de restructuration des marchés. On va se poser les questions maintenant. Quelles instances nationales, régionales, internationales pour avancer sur ces questions-là? Comment l'Afrique du Sud va aborder le sujet lors du G20 qu'elle préside? Si elle pousse cette question-là, avec qui? Quels acteurs de la biodiversité, mais aussi de l'économie, de la santé à mobiliser? Donc tout ça reste encore à savoir. Oui, parce qu'on a bien compris qu'in fine, ça concerne finalement tout le monde, un spectre très large. Mais est-ce que ce concept de nouvelle bioéconomie intéresse au-delà du Brésil et de l'Afrique du Sud? Est-ce que certains s'en emparent? Oui. Alors sur le continent africain, on a le Ghana, le Mozambique et le Nigeria, puis aussi le Sénégal, qui ont lancé le développement de leur bioéconomie à travers les biocarburants et la bioénergie. Mais il reste à savoir quelle réflexion va être menée sur les questions de biodiversité. Des pays comme le Brésil, la Tanzanie se concentrent plutôt sur leur secteur agricole, dans cette logique-là, tandis que d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, les États-Unis, mais aussi le Japon,
mettent l'accent sur la transition énergétique en réduisant leur dépendance aux énergies fossiles, et ils essaient justement de mieux utiliser des ressources issues de la biomasse et de développer des nouvelles industries et dans ce domaine, tout simplement. Oui, ça veut dire que c'est une notion éminemment politique en fait, et que l'avènement d'une bioéconomie vertueuse, soutenable, dépend beaucoup finalement du type de politiques publiques qui sont mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre. Exactement. Et c'est ce qui nous intéresse à l'IDRI, c'est ce potentiel de la bioéconomie dans le jeu de la gouvernance. Comment améliorer les conditions de vie des populations dans le besoin, comment les aider à mieux vivre, comment faire pour que ces ressources naturelles permettent aux gens de s'en sortir, en fait. Le potentiel est grand, les défis sont encore nombreux, et on voit qu'au-delà des bonnes intentions affichées, la mise en œuvre reste encore assez complexe. On voit des freins se dessiner, notamment sur comment est-ce qu'on va séduire les marchés pour faciliter le commerce de produits issus de la bioéconomie. Est-ce qu'il faut une réglementation spécifique à ce sujet-là ? Voilà. Et puis, côté financement, c'est encore assez difficile de mobiliser des budgets parce que la bioéconomie, elle est perçue comme un secteur encore marginal, quelque chose d'assez niche au final. Ouais, et finalement, les finances, c'est toujours le nerf de la guerre. En même temps, c'est une notion et un secteur qui sont encore très jeunes finalement. C'est ça. Il nous faudra, je pense, des années, voire des décennies pour avoir des résultats concrets en termes de transition, de modèle, pour passer de quelque chose de niche à une vision beaucoup plus systémique des choses. Et puis, la priorité dans les logiques de développement actuelles des pays, elle est axée sur un développement rapide et peu coûteux. Alors que la bioéconomie, elle en demande beaucoup plus. Elle demande plus d'engagement auprès des populations locales, de donner une plus grande attention à la santé des écosystèmes. Et tout ça, ça demande plus de travail. Et du temps. Des données, de l'ingénierie, de la concertation. Donc, c'est un réel changement de paradigme. On sort du business as usual, comme on dit souvent, et on cherche à repenser des équilibres de pouvoir. Donc, beaucoup de questions se posent pour bien faire de la bioéconomie. Restons réalistes de ce qu'elle peut être pour rester vertueuse et tentons de tirer les lignes fondamentales à la construction d'un modèle viable. Et on comprend que plus cette bioéconomie sera au service du développement, plus elle sera légitime et donc sans doute plus elle sera financée. C'est un dossier donc poussé dans les discussions internationales, je le rappelle, par de grands pays comme le Brésil ou l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Mariam Fofana d'avoir mis la lumière sur cette bioéconomie, notion plus complexe qu'il n'y paraît. Je rappelle que vos recherches à l'IDRI portent sur la gouvernance internationale de la biodiversité. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode consacré à la bioéconomie dont on entendra sans doute parler plus souvent à l'avenir. Ce décryptage est destiné à en comprendre la complexité. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes d'écoute. À très bientôt pour continuer à mettre ensemble le cap sur la transition.